Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal sur BB24. Voici le sommaire. Quel est l'état actuel du rapport formation-emploi au Bénin et quelles sont les raisons du déséquilibre observé? Une de nos équipes s'est intéressée à la question. C'est à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation célébrée ce jour. Le Bénin enregistre chaque année plusieurs cas d'albinos atteints du cancer de la peau. Pour prévenir le mal en milieu tropical, il est déconseillé à ces personnes à la peau blanche de s'exposer aux rayons solaires. Le sport féminin est également à l'honneur ce 24 janvier. Si les femmes excellent dans plusieurs disciplines sportives, elles sont souvent reléguées au second rang en termes de notoriété par rapport aux hommes. À nouveau, bonjour et merci pour votre attention. L'éducation est la base du développement de toute nation au Bénin. Le taux de jeunes sans emploi dépasse de loin celui des jeunes actifs. Une situation, entre autres, liée au déséquilibre entre la formation et l'emploi. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation commémorée chaque 24 janvier, une équipe de la rédaction s'est intéressée à l'état actuel du rapport formation-emploi au Bénin et aux raisons du déséquilibre observé, et c'est un reportage de Marianne Bossemende. Ils sont des milliers d'étudiants qui sortent chaque année de nos universités avec en main le parchemin. Mais à peine le quart de ces diplômés parvient à s'insérer dans la vie professionnelle lorsque la fin des études universitaires ne débouche pas sur un emploi. Cette situation soulève forcément la problématique de l'inadéquation formation-emploi. Les besoins des entreprises vont spécialement vers des formations beaucoup plus pointues, beaucoup plus spécifiques, techniques, professionnelles, dans un certain nombre de domaines qu'ils ne trouvent pas, et donc ne sont pas pointus et ne sont pas aptes pour certains métiers pour lesquels les entreprises ont des besoins spécifiques. Et lorsqu'on pousse la réflexion pour trouver les causes réelles, le constat est amer, bien que flagrant. Nous, notre base de données à l'ANPE, nous avons beaucoup de jeunes qui se forment dans les ressources humaines et la demande dans ce domaine est des plus faibles. Vous avez beaucoup de jeunes qui font marketing, action commerciale. La demande dans ce domaine n'est pas énorme. Vous avez des gens qui font des formations généralistes en droit. Et le marché de l'emploi utilise très peu dans ces domaines-là. Vous avez l'ensemble des matières littéraires pour lesquelles on a un grand nombre de disponibilités. Du côté des universitaires, les curricula de formation tiennent pourtant compte des besoins du marché. Le manque d'emploi tire donc sa source ailleurs. Que ce soit dans les 4 universités publiques, les écoles, n'est-ce pas, les instituts, et dans les universités privées, sont des formations qui permettent aux jeunes aujourd'hui d'avoir de l'emploi et de travailler. Pourvu qu'on ne soit pas paresseux, il ne faut pas rester seulement à Cotonou. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qu'on peut faire et donc valoriser ce qu'on a appris à l'université. Au moment où les jeunes diplômés peinent à se frayer un chemin sur le marché de l'emploi, des milliers d'autres viennent gonfler chaque année l'effectif. Toutefois, quelques mesures pourraient nous sortir de l'impasse. L'État pourrait être amené à fermer des filières qui ne sont plus productives. L'État pourrait être amené à orienter et, je dirais, imposer certaines filières pour le bien-être de nous tous, en demandant au centre de mettre à disposition du pays des formations dans un certain nombre de filières bien déterminées. La qualité de l'éducation reçue détermine le type de citoyen pour la gestion future de la cité. Pour une meilleure autonomisation des jeunes, la nécessité d'un équilibre de la balance formation-emploi s'impose à tous. Ceci permettra aussi au Bénin d'exceller grâce au travail de ses compétences. Les cancers cutanés constituent les formes de cancer les plus fréquentes que développent les albinos en Afrique. Pour prévenir le mal en milieu tropical, il est déconseillé à ces personnes à la peau blanche de s'exposer aux rayons solaires. Pourtant, on enregistre chaque année au Bénin, comme ailleurs, des cas d'albinos atteints du cancer de la peau. Que faire pour lutter efficacement contre le mal? Élément de réponse dans ce reportage signé Stanislas Linkmont. Cette dame souffre du cancer de la peau depuis environ 2 ans.
Aujourd'hui, sa maladie a atteint un degré supérieur. Et pour s'en sortir, il lui faut un traitement adéquat qui nécessite un lourd investissement. Incapable de supporter les charges financières, elles auront le silence. Le mal a commencé par de petits boutons qui grossissent et qui deviennent des plaies. Tout mon corps dégage une mauvaise odeur. Récemment, j'ai été à l'hôpital. Le dermatologue m'a prescrit une ordonnance, mais je n'ai pas les moyens pour faire face aux analyses demandées. S'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai besoin de votre aide pour vivre auprès de mes 2 enfants. À ce stade de la maladie, il est difficile de trouver des traitements disponibles sur place, affirme ce dermatologue. Selon lui, la prise en charge du cancer de la peau chez les albinos à l'étape primaire est l'une des meilleures solutions. Quand la personne vivant avec l'albinisme a une lésion cutanée et que cette lésion cutanée s'est déjà cancérisée, métastasée, en général, le dermatologue ne peut plus rien. Et même au niveau des chirurgies, si la chirurgie n'a pas lieu très rapidement, en général, les métastases viennent à bout donc, du décès de ces patients. Le pronostic est grave. Pour l'heure, pas de solution à apporter au mal que constitue l'albinisme. Sa guérison requiert une intervention chirurgicale particulière. On ne guérit pas de l'albinisme parce que c'est une maladie génétique. Et si on doit le guérir, il faut aller faire des thérapies géniques. C'est-à-dire qu'on va faire des thérapeutiques sur les gènes. Or ça, nous n'avons pas encore les moyens de le faire. Et donc, il faut rester dans ce qui donne plus de résultats. C'est-à-dire suivre l'albinos tout au long de sa vie. Et dès qu'il y a quelque chose, on attaque directement. Comme ça, nous sommes sûrs d'annihiler tous les processus qui vont vers la cancérisation. Et nous sommes sûrs également de partager avec les albinos les meilleures règles de protection solaire, de partager avec eux les écrans solaires pour éviter la cancérisation. C'est seulement dans ce volet-là que nous pouvons avoir donc des résultats. Avoir des résultats efficaces et fiables, c'est possible au Bénin, mais à une seule condition, prévient le dermatologue. Il s'agit en effet de l'exonération des frais de consultation régulière des albinos et même leur prise en charge sanitaire dans le secteur privé comme public, qui jusque-là tardent véritablement à prendre. Je vous l'annonçais en titre, le sport féminin peine souvent à avoir de la visibilité contrairement au sport masculin. Pourtant, nombreuses sont les disciplines où les femmes excellent. Si certains acteurs du monde sportif féminin ont marqué l'histoire, il leur est difficile d'avoir la même notoriété que ceux du sport masculin. C'est la raison pour laquelle la journée du 24 janvier a été retenue pour promouvoir le sport féminin. Quel est alors l'état des lieux du sport féminin dans le monde? Suivez le reportage de Amandine Aniambossou. Le sport féminin couvre l'ensemble des pratiques sportives féminines, professionnelles, amateurs ou de loisirs. Durant la Grèce antique, le sport était réservé aux hommes. Ce n'est qu'aux Jeux olympiques de Paris en 1900 que le sport féminin apparaît avec le tennis et le golf. 6 femmes seulement étaient présentes sur 1066 participants. Aujourd'hui encore, de très grandes disparités subsistent dans le traitement des professionnalismes sportifs masculins et féminins. Au niveau du sport féminin en général, même dans le monde, c'est un peu comme une discrimination. Lorsque des femmes jouent, on n'a pas autant de monde et on n'a pas autant de financement comme chez les hommes. Mais je trouve que c'est au plan mondial. S'engager dans le sport en tant que femme n'est pas facile. On a beaucoup de handicaps. Par exemple, pour ma propre histoire, j'ai d'abord comme premier obstacle ma maman. Quand j'étais petite et j'aimais le sport, elle m'empêchait d'y aller. Il y a aussi le regard de la société. Quand tu t'habilles en sportive et que tu vas sur un terrain, le voisinage ne fait que critiquer. On ne va pas encore trop la gente féminine. Peut-être parce que celles qui
déjà font beaucoup pour le pays, on ne les valorise pas afin de pouvoir motiver d'autres à leur emboîter le pas. Au Bénin, contrairement aux idées reçues, les femmes aiment le sport, mais elles se sont longtemps heurtées à de nombreux obstacles. Pour autant, l'attraction des femmes pour le sport est en évolution croissante. On a des noms qu'on entend. Il y a par exemple Noélie Yarigo qui fait notre fierté, Odile Arwamenou, Océane Gamero et certaines personnes encore qui parlent de nous à l'international. Donc je dirais que maintenant le sport féminin a quand même une certaine visibilité internationale. Une journée pour le sport féminin, c'est une occasion de faire sa promotion et de l'ancrer dans les usages. Une femme qui arrive à exceller au niveau du sport, elle peut à elle seule motiver d'autres filles à lui emboîter le pas. Dans le monde aujourd'hui, on entend beaucoup de femmes qui ont du pouvoir grâce au sport. Donc j'encourage vivement les dirigeants et la famille à vraiment booster les filles pour qu'elles rehaussent le niveau. Le sport féminin fait partie des grands combats mondiaux pour l'égalité des sexes et les droits des femmes. Même si on observe de nombreux progrès, il existe encore des préjugés autour du sport féminin. Le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut parfois être douteuse. Un jus de fruits mal préparé constitue en effet un danger pour l'organisme. Il faut alors savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sain. Edgar Deguénon est agronome. Il nous en parle au micro de Samson Thiomon et Lazare Minga. Sur la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun donc des consommateurs pour dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectars de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est des produits qui sont extraits directement de fruits tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange, ou bien le citron. On peut extraire directement le jus. Mais les nectars, les industriels généralement dans la grande distribution partent donc de la purée de fruits ou bien de la pulpe auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes pour pouvoir augmenter largement donc leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce n'est pas des jus qu'ils consomment, mais c'est plutôt des nectars qui sont rallongés qu'ils consomment. Dans les procédés donc, de conservation, au-delà donc de la transformation, il faut prendre des dispositions pour quand même que le jus soit conservé pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires. Dans la catégorie des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocifs pour la santé. Mais en absence donc de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas certaines qui sont très nocives pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser donc ces produits au laboratoire central, passer également par la BSSA au niveau du Bénin, qui est l'agence donc, qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes pour pouvoir être introduits dans la consommation. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'innocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Voilà, ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.